Attention, cet épisode évoque des scènes de violence. Les enfants sont vulnérables parce qu'ils dépendent entièrement des adultes qui prennent soin d'eux. Alors ceux qui subissent des violences dans leur famille sont les plus vulnérables d'entre eux. Ceux-là, comment peuvent-ils se défendre ? Puis là, quand je rentre, ma mère m'attend et puis là c'est physique quoi. Enfin c'est physique, elle se met à me taper, je me défends. Je sais que si je ne quitte pas le logement maintenant, je vais me suicider. Je sais que c'est la mort qui m'attend. Je sais que mon mental est en train de lâcher. Je me dis j'ai 14 ans, je tiendrai pas jusqu'à 18. Je pars en courant. Je suis là avec mes chaussures roses, parce que je suis une petite fille, et je ne reviendrai que 10 jours après. Alors 10 jours, c'est rien quand on en parle comme ça, mais 10 jours dans la rue, c'est énorme. Quand je reviens de ces 10 jours, je suis plus la même personne. Enfin, je suis plus une enfant, je suis plus une petite fille. Enfin, ce que je savais pas, c'est qu'il y a un vrai signalement, enfin vraiment comme les enfants portés disparus, qui avait été déclenché avec les affiches et tout le patafouin. Suite à ça, je suis auditionnée par la police. Et puis en fait, ils me posent une question. Ils me disent, est-ce que tu veux revenir chez ta mère ou pas ? Je ne sais pas à quoi correspond le ou pas, mais je dis non. Instantanément, je dis non. Et à partir de là, je suis placée en foyer d'urgence. Et puis voilà, ça y est, la machine était enclenchée. Aujourd'hui, Louise est adulte. Elle nous raconte son histoire, terrible mais banale. Chaque année, comme elle, 400 000 enfants sont placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Hélas, il ne suffit pas de parler pour que les violences s'arrêtent. Une fois pris en charge, ces enfants sont-ils vraiment protégés ? En signant la Convention internationale des droits de l'enfant, la France s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, de brutalité, d'abandon, de mauvais traitement par toute personne à qui il est confié. Quant aux enfants qui commettent des délits, vous allez en écouter dans cet épisode, l'État a aussi la responsabilité de les protéger. Parce que délinquant ou non, un enfant est d'abord un enfant. Mais l'État est-il un bon parent ? Qui c'est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. 3e épisode, les enfants peuvent-ils se défendre ? L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. On l'appelait la DAS jusqu'en 2010. Ou encore l'assistance publique, si vous êtes né avant 1960. La moitié des enfants qu'elle prend en charge le sont dans leur famille, avec l'intervention de travailleurs sociaux. L'autre moitié sont retirés à leur famille et placés dans des familles d'accueil ou des foyers. Ces enfants sont aujourd'hui sauvés ou sur le point de l'être. Dans cette maison, ils vont en classe comme d'autres enfants. Il y en a des centaines de milliers qui sont en danger. La protection des enfants en danger, c'est une mission de l'État depuis l'ordonnance de 1945. Une mission qu'il a déléguée au département en 1983. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Dans l'idée, c'est super, ça a permis de s'adapter au plus près aux réalités locales, aux besoins des enfants. Dans les faits, ça a rendu la prise en charge des enfants très inégale.
Si vous êtes un enfant pris en charge par l'ASE en Seine-Saint-Denis ou dans les Bouches-du-Rhône, vous ne serez pas protégé de la même manière, car le budget investi n'est pas le même. Or, les départements ont plusieurs missions cruciales. L'accueil en foyer d'urgence, le placement des enfants retirés à leur famille, l'intervention d'éducateurs dans les familles qui ont besoin d'aide, ou encore le contrôle des lieux qui hébergent des enfants placés. Moi petite, mon beau-père, bon, voilà, elle faisait des albums photos, des beaux souvenirs à la piscine. Après des violences physiques et psychologiques infligées par sa mère, Louise fugue à 14 ans et finit par être placée. Je suis envoyée dans plein de familles d'accueil. Donc je vais faire plein de familles d'accueil comme ça sur des très courtes périodes. J'ai atterri par exemple chez une famille d'accueil qui était, je pense que c'était une personne qui était dépressive et c'est une personne qui ne se levait jamais. Elle restait allongée. Elle me faisait pas à manger. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans son lit, en train de regarder la télé. On était plusieurs dans la famille d'accueil. Donc je me retrouve à cuisiner des coquillettes ou ce que je trouve dans les placards pour subvenir à mes propres besoins. Il y a une autre famille d'accueil où ça se passe très mal, où en fait je suis morte de faim. Parce qu'en fait, les portions qu'ils me proposent ne suffisent pas à mon corps d'adolescente. Enfin, mais là, les portions sont petites, en fait. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Et une nuit, je descends en cachette pour aller prendre une banane. Il y a un rapport qui a été fait en disant que j'avais volé dans la maison. Et cette putain de banane, on va me le faire payer cher puisque je suis exclue de cette famille d'accueil. En 4 ans, je fais 10 placements. 10 placements. J'ai constamment l'impression de devoir faire mes preuves, l'impression en fait qu'on ne m'entend pas, qu'on ne m'écoute pas, que de toute manière, je suis le mouvement. Et d'ailleurs, en fait, je suis complètement passive. On me dit d'aller là, je vais là, je sais pas trop ce qui se passe. Régulièrement, Louise participe à des audiences avec le juge des enfants pour parler de son placement, de ce qui se passe bien ou mal, mais aussi d'un possible retour dans sa famille, comme le réclame sa mère. Et puis c'est le cirque, mais vraiment ça ressemble à un cirque. Les gens s'insultent, mes parents s'insultent eux, insultent les gens de l'ASE, insultent le juge des enfants, se hurlent dessus, mais vraiment des hurlements de bêtes. Et ça se met debout, et ça claque les chaises. Je comprends pas ce qui est en train de se jouer. Pourtant, c'est de ma vie dont il s'agit. Et un jour, je sais pas comment cette idée m'est venue, mais vraiment, par contre, je me trouve très intelligente. Vraiment, je tiens à le dire. Je me trouve super intelligente. Je pense que j'ai dû voir dans une série que on pouvait avoir un avocat. On m'a jamais dit que j'avais le droit à une avocate. Jamais. J'ai demandé à avoir un avocat. Et je me souviens parce qu'en fait, le mec qui m'a reçu, il était éberlué, quoi. Il se dit, mais c'est quoi cette petite nana qui arrive et qui demande à avoir un avocat? Et plusieurs semaines après, j'avais mon avocate. J'avais mon avocate qui était d'une douceur, une patience, une bienveillance incroyable, qui était à mon écoute, qui n'était que pour moi, qui était là pour me défendre moi et uniquement moi et défendre mon point de vue et qui prenait le temps de m'écouter. Là, j'avais plus besoin d'essayer de parler. J'avais quelqu'un qui portait ma voix et puis j'avais quelqu'un qui pouvait aussi m'expliquer ce qui se passait. Les enfants ont droit à un avocat dans la procédure d'assistance éducative. Ça n'est pas une obligation de leur en désigner un. Mais une loi de 2022 a permis une avancée parce qu'elle permet désormais au juge des enfants d'office de désigner un avocat pour un enfant même s'il ne demande rien. Avant, il fallait qu'il y ait une demande, soit de sa part, soit des parents. Muriel Aiglin est juge des enfants et présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Très régulièrement, on désigne un avocat pour que, à la première audition avec le juge des enfants, il soit accompagné d'un avocat qui a pu s'entretenir avec eux avant, qui a pu les préparer à l'audition, les rassurer, parce que c'est toujours inquiétant de venir en justice, et les aider à formuler leurs demandes. On voit une vraie amélioration dans la capacité à prendre en compte les enfants comme une personne à part entière. Après plusieurs placements qui se passent mal, Louise trouve une famille dans laquelle elle se sent bien.
Mais après quelques mois et sans explication, la famille décide de ne pas la garder. Est-ce que j'ai fait quelque chose peut-être que j'aurais pas dû faire, mais je ne sais pas quoi. J'avais vraiment l'impression que ça se passait bien, mais elle me garde pas. Et c'est violent. C'est hyper violent parce qu'en fait, ça renvoie quand même tout le temps au truc de t'es pas assez bien. Et en fait, t'es tout le temps en train d'essayer de faire tes preuves. On se sent de toute manière aimé et accepté de personne. On est seul. Parce que une équipe éducative, ça remplacera jamais une famille. Ça va? T'as bien dormi, Zozo? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand je prends ma fille dans mes bras le matin, encore toute chaude de sommeil, et que je la câline, je me dis que tous les enfants devraient avoir droit à ça. Des raisons administratives ou budgétaires, un manque de famille d'accueil ou de place en foyer, font que beaucoup de ces enfants sont privés d'amour et de tendresse. Je pense que ce sujet de l'amour, mais aussi du temps, du quotidien auprès de l'enfant, du temps où on est là, où on est disponible, de la disponibilité, fait partie de ce dont les enfants ont le plus besoin. Après une enquête de 15 ans à l'aide sociale à l'enfance, la sociologue Aude Kérivel a publié « Protéger l'enfance, tenir notre promesse aux enfants ». Être là, jouer à un jeu, aller se promener, écouter, faire un câlin, faire la cuisine avec l'enfant, toutes ces choses qui sont fondamentales, eh bien, elles ne sont pas reconnues. Mais ça dit aussi beaucoup de choses sur les hiérarchies dans la société, c'est-à-dire que ces métiers-là ont été dévalorisés. Il y a eu à un moment une grande réforme où on a mis des corps intermédiaires qui étaient les éducateurs référents. Et donc, on a dévalorisé les personnes qui étaient au quotidien avec les enfants, où on a mis plutôt des personnes moins formées. Il y a eu cette idée que les professionnels doivent avoir une distance vis-à-vis de l'enfant, la bonne distance professionnelle, et donc ne pas trop s'attacher, sauf que en fait, c'est ce dont les enfants ont besoin. C'est de l'amour et de l'attachement des adultes qui s'occupent d'eux au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui fait souffrir les enfants, mais qui fait aussi beaucoup souffrir les professionnels au quotidien, parce qu'ils sont dans cette injonction complètement infaisable. En tant qu'enseignante, j'informe mes élèves de l'existence du 119, le numéro d'urgence pour les enfants qui subissent des violences ou en sont témoins. Mais je suis toujours mal à l'aise, parce que pour l'avoir appelé plusieurs fois, ce numéro, lorsque je voyais des enfants maltraités dans la rue, je sais qu'il est rare d'avoir quelqu'un au bout du fil. En 2022, le 119 a reçu 390 000 appels. Seulement 26 000 ont été transférés à un écoutant professionnel. Ça veut dire que 94% des appels n'ont pas abouti. Ce que l'on constate à la lecture de ces procédures, et notamment lorsque l'enfant dépose plainte pour des faits de violence sexuelle, ce sont des enquêtes dans lesquelles il y a parfois très peu de diligence accomplie. Marguerite Orange est chef du pôle défense des droits de l'enfant au Défenseur des droits. En réalité, il y a certainement un manque de moyens aussi chez les forces de l'ordre. On voit par exemple que parfois l'entourage de l'enfant n'est pas questionné. On n'entend pas non plus les voisins, ou que les professionnels qui sont au contact tous les jours de l'enfant ne sont pas non plus entendus dans le cadre de cette enquête. On voit aussi des délais d'enquête très importants. Dans une affaire, on a pu constater par exemple un délai de 17 mois entre le moment où l'enfant va être entendu, va déposer plainte, et le moment où le mis en cause est entendu. Pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il continue à vivre dans le même environnement que celui dans lequel il a dénoncé des faits pourtant très graves. Le rapport 2023 de la Ciivise a révélé que seulement 8% des enfants victimes de violences sexuelles qui révèlent les faits sont crus et protégés. 30% des enfants ne sont pas crus du tout. Et c'est encore pire s'ils sont porteurs de handicap. C'est 60% des enfants qu'on ne croit pas. La protection de l'enfance subit le même sort que la plupart des services publics.
Les métiers du social ont été dévalorisés. Leurs travailleurs sont moins bien formés et moins bien payés. Les décisions sont prises par des cadres dans leurs bureaux, sans les acteurs de terrain. Aujourd'hui, c'est un secteur qui va extrêmement mal. Aude Kérivel, sociologue. Dans certains départements, dans certaines associations, il y a presque la moitié des postes qui sont vacants. On n'arrive pas à recruter des professionnels diplômés. Dans certains services de la protection de l'enfance, dans certaines maisons d'enfants à caractère social, on va prendre des intérimaires. Les enfants nous disent un avocat, il a un diplôme pour devenir avocat. Un médecin, il a un diplôme. Pourquoi un éducateur qui s'occupe de nous alors qu'on a beaucoup de difficultés, pourquoi il n'a pas de diplôme ? C'est-à-dire un intérimaire, ça veut dire qu'un enfant de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 8 ans, tous les matins, il va être réveillé par un professionnel différent. On parle de protection de l'enfance. Protéger l'enfance, la base, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la permanence des personnes. Et aujourd'hui, les enfants ne sont même plus en capacité de citer le nombre d'éducateurs qu'ils ont eus. C'était une enfant. Elle avait 15 ans, elle s'appelait Lily. La semaine dernière, elle s'est donné la mort dans sa chambre d'hôtel où elle a été placée par l'aide sociale à l'enfance. Elle s'appelait Hayden, elle avait 7 ans. Et elle est morte dans des conditions d'une violence inouïe, en état de dénutrition très avancé, le corps couvert de coups et une partie de son oreille manquante. Je suis désolée de parler crûment, mais c'est la situation de cette petite fille. Ces dernières années, une série de drames ont mis en lumière l'asphyxie du système de protection de l'enfance. En octobre 2024, à Châteauroux, s'ouvre un procès hors norme. Violence physique, sexuelle, humiliation, travail forcé. Des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance du Nord, anciennement appelée la DAS, qui vont être envoyés dans des familles d'accueil sans aucun agrément. Une 60aine d'enfants du nord de la France ont été placés par leur département dans des familles de l'Indre, sans aucun contrôle. Ces familles maltraitantes ont reçu près de 630 000 € en échange de l'accueil de ces enfants, entre 2010 et 2017. En décembre 2024, des peines de 10 mois à 6 ans de prison ferme ont été prononcées à l'encontre des principaux coupables. Un scandale qui a bizarrement épargné le département du Nord, pourtant responsable de ces enfants. Mais le non-contrôle de ces lieux de placement ne semble pas être une exception. 68% des familles d'accueil de l'ASE déclarent n'avoir jamais été contrôlées. En mars 2024, des travailleurs sociaux signent une tribune dans le journal Le Monde pour alerter sur leur détresse, sur leur salaire qui frôle le SMIC et sur les 10% de postes vacants. En mai, une commission parlementaire enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Ensuite, on a été placé en famille d'accueil. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que les deux familles d'accueil étaient à 600 mètres l'une de l'autre et que de mes 3 ans jusqu'à mes 11 ans, on n'a jamais eu le droit de se voir. D'anciens enfants placés, des travailleurs sociaux ou encore des juges sont entendus. Si j'aurais su qu'il allait se passer ça, peut-être que j'aurais même pas dit qu'est-ce qui se passait chez moi. J'ai grandi en ayant eu l'impression d'être un monstre, l'impression que je ne méritais pas d'être au monde et de vivre. Mon placement à l'ASE m'a appris à me détester. 240 mineurs qui relèvent des maisons Solidarité Roubaix-Tourcoing qui ne bénéficient d'aucun suivi par un référent de l'aide sociale à l'enfance. Aucun. 240 enfants qui ne sont pas suivis. Après 1 an d'enquête et d'audition à l'Assemblée nationale, le rapport Santiago conclut que l'aide sociale à l'enfance est traversée par une crise profonde de son écosystème, qui hier était à bout de souffle et aujourd'hui dans le gouffre. Le rapport dénonce même des violences institutionnelles. Les enfants subissent un continuum de violences, depuis celle du foyer familial jusqu'à celles qui interviennent trop souvent dans le cadre du placement. Ce n'est plus seulement un lot de faits divers. C'est la conclusion d'un rapport écrit noir sur blanc. Mais ce rapport ne parle que des enfants à qui on a trouvé une place. L'un des pires dysfonctionnements de la justice des mineurs, c'est l'inexécution des décisions qu'on rend. Muriel Aiglin, juge des enfants et présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, est la première témoin de ce scandale. On peut imaginer dans un monde idéal qu'un juge rend une décision, elle est exécutée tout de suite. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça.
Par exemple, en Seine-Saint-Denis, quand on prononce une mesure éducative pour un enfant qui est en danger dans sa famille et pour lesquels il y a besoin d'une action éducative auprès des parents pour les aider à prendre en charge leurs enfants correctement, pour écouter les enfants qui sont dans la détresse, eh bien la mesure éducative se mettra en œuvre entre 18 mois et 2 ans après la décision du juge des enfants. En 2024, 77% des juges des enfants disent avoir déjà renoncé à prendre des décisions de placement, car ils savent qu'il n'y a pas d'endroit pour accueillir ces enfants. Selon le défenseur des droits, il y aurait des milliers et des milliers d'enfants en danger qui attendent toujours que leur placement soit exécuté. On parle d'enfants victimes d'inceste, de coups, de négligences graves qui, en attendant, restent dans leur famille. Quand une mesure éducative ou une mesure de protection qui a été prise parce qu'il y a de bonnes raisons, c'est pas dans le doute, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons qui ont été repérées. Quand la mesure éducative n'est pas mise en œuvre, non seulement la situation s'aggrave, mais en plus, la confiance que l'enfant pouvait avoir dans les adultes, ses parents, le juge des enfants, les éducateurs et dans les institutions, eh bien, elle est atteinte puisque les adultes qui ont le pouvoir rendent des décisions, font des promesses qui ne sont pas tenues. Les violences intrafamiliales, les maltraitances, on sait que leur impact est d'autant plus fort qu'elles durent longtemps. Et quand on fait attendre les enfants alors que on sait qu'ils sont en danger et qu'on leur a promis d'intervenir, eh ben, ce coup se creuse et les enfants perdent une chance d'aller bien quand ils seront adultes. Je viens de l'incendie et il coule encore dans mes veines. Comme si j'abritais un volcan, sa lave a brûlé tous mes rêves. Mon enfance, jetée dans les flammes, calcinée, en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. Je viens de l'incendie, regarde les brûlures de mon âme. Marquée au fer rouge, comment faire ? Ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables, me bouffent jour et nuit. Comment soigner l'inguérissable ? Kenny Arcana, je viens de l'incendie. Parmi les 400 000 enfants pris en charge par l'ASE, environ 70 000 sont placés dans des foyers. Louise en fréquentera 6 en tout. Si elle dit que le placement l'a sauvée, elle raconte aussi une vie en foyer souvent violente, à cause d'éducateurs maltraitants, mais pas seulement. Et donc là, on met plusieurs dizaines en fait de jeunes extrêmement abîmés en un même endroit. Ça peut que mal se passer en fait. Les bastons qu'il peut y avoir, c'est les nanas qui se jettent du haut de l'escalier, c'est de l'eau chaude renversée sur une autre fille. Et puis faut encaisser aussi tous les soucis psy de ces personnes-là qui deviennent vos amis. Enfin, ma meilleure amie de l'époque, je l'avais retrouvée en sang dans sa chambre parce qu'elle s'était ouvert les veines. Et voilà, donc moi j'assiste en direct à l'émergence de la prostitution. Les filles du foyer faisaient un truc elles disaient qu'elles pigeonnaient les mecs. Ça consiste à trouver un mec, en général qui est plus vieux que toi, qui a un peu de fric, et qui est prêt à te faire des cadeaux tant que tu te balades à son bras. Il n'y a rien de sexuel en échange. C'était une pratique qui était ultra courante. Mes amis pigeonnaient ou michetonnaient. Et puis en fait, il y en a une qui a commencé à dire moi le mec, il m'a donné tout ça comme argent, je me suis allongée sur le lit, j'ai attendu que ça passe, j'ai serré les dents. Et puis là, je vois, il y en a une, elle la regarde, elle fait ah ouais, t'as fait ça et tout, mais avec des yeux de respect, d'envie, waouh quoi, tu l'as fait. Et là, le curseur a commencé ça a changé quoi. Enfin, on n'était plus juste sur je vais faire envie au gars. C'était je vais lui donner ce qu'il veut et il va me payer en échange. 15 à 20 000 adolescentes seraient concernées par la prostitution en France. Une majorité sont des enfants placés. Du coup, moi, j'étais vraiment très, très mal. Et puis, un soir, je me rappelle, et il me dit, bon, écoute, tu sais que je t'aime, que je serai toujours là pour toi, tu seras toujours là pour moi, toi et moi, c'est pas pareil que les autres. Dans Comme si j'étais morte, le documentaire de Benjamin Montel, on suit plusieurs d'entre elles.
Et du coup, il me dit oui, faut que tu viennes demain et puis que tu commences à bosser pour moi. Du coup, moi, je me rappelle, je lui dis attends, j'ai réfléchi 2 minutes et je coupe mon téléphone et je pleure. Dans la commission d'enquête parlementaire, les élus ont observé que les réseaux de prostitution recrutent au sein même des structures d'accueil. Le proxénète, c'est pas quelqu'un qui est un méchant inconnu qui sort de nulle part. En général, c'est un proche, un petit ami, c'est une amie. Parfois, c'est des membres de la famille. Aude Kérivel, sociologue. Dans certaines maisons d'enfants à caractère social, il va y avoir un proxénète, une proxénète qui va accrocher des filles pour pouvoir les faire entrer dans le réseau de prostitution. Ils savent que c'est des lieux où les filles sont plus vulnérables et donc ce sont des proies faciles. Dans le même documentaire, on entend aussi la révolte d'une chef de service dans un foyer de l'ASE. Elle se bat quotidiennement pour extraire ces jeunes filles de la prostitution. Il y a des hommes qui achètent l'accès au corps d'enfants. Je suis désolée, 13-14 ans. Non mais il faut voir le nombre de voitures qui tournent autour des foyers. Je me souviens de personnes qui me disent, enfin écoute, excuse-moi Christine, mais elles veulent aussi, la question des sacs à main, elles veulent avoir des produits de luxe, elles veulent pouvoir s'acheter des choses ou des choses comme ça. De toute façon, elles sont consentantes, elles le choisissent. Putain mais merde, enfin je dis, t'as envie de dire aux gens, mais si quelqu'un veut tellement un sac à main à ce point-là, ça dit quelque chose de la valeur qu'il se donne. Ces enfants qu'on délaisse deviennent des proies pour la prostitution, pour la délinquance et même pour le terrorisme. Les frères Kouachi, qui ont attaqué Charlie Hebdo en 2015, Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en 2012, ou encore Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles en 2014, tous ont eu un parcours à la protection de l'enfance. Évidemment qu'être un enfant placé ne vous prédit pas une carrière de meurtrier. Mais ne pas avoir été protégé enfant crée des fragilités qui peuvent orienter des destins. Et dans leur cas à eux, est-ce que des graves carences n'auraient pas pu être évitées ? Alors qu'elle a 16 ans, Louise cherche un moyen de gagner de l'argent. Il n'y a pas 1000 façons de se faire de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a la prostitution, pour moi, c'est absolument hors de question. Et puis, il y a la drogue. J'ai une opportunité pour vendre de la drogue, puisque en fait un de mes amis sort de prison mais il a plus d'argent. Il me propose en fait que ce soit moi qui l'aide à reprendre en fait son business. Il y a beaucoup de drogue. On parle pas d'une petite quantité. J'avais acheté pour 2000 € de matière première. C'est du crack. Et en fait, on a été arrêtés au moment de la vente. Donc, je suis embarquée tout de suite par la police. Et en fait, il y a un des policiers qui veut me casser la gueule, l'autre qui lui dit non, elle est mineure, surtout ne lui fais pas de marque. À l'époque, Louise a 16 ans. Elle est suivie par la protection judiciaire de la jeunesse. À son procès en appel, tandis qu'elle est majeure, elle écope de 6 mois de prison avec sursis. Voilà, je tombe dans la délinquance, hein, clairement. Je suis souvent pour des petites histoires. Tu continues après ça ? Ouais, avant ça et après ça, ouais, ce sera pas ma première, ce sera pas ma dernière garde à vue. Ce qui m'arrête finalement, c'est de me poser avec quelqu'un, c'est con, ça fait un peu niais, mais de tomber amoureuse, de rencontrer quelqu'un qui est sain et qui trempe pas dans les histoires ni de justice, ni d'ASE, et ça me calme en fait. Je sors de tout ça en fondant une famille, comme toutes les jeunes de l'ASE le font si bien, avec un enfant très très jeune, à 19 ans. Puisque évidemment, on veut montrer à tout le monde qu'on fera mieux que nos parents. Je pense que c'est un peu le truc. Le petit en aluminium, là, tu l'as pas, non ? Ah bah non, il est là. Joujou, elle en met plein de boules, Lulu. En fait, en vrai, s'il n'y en a pas assez, elle a dit maman ne veut pas. J'ai dit maman, hein, j'ai envie de se faire discuter. Bah, c'est pas bon. Oh, c'est resté bon.
Comme beaucoup d'enfants des classes moyennes et supérieures, mes parents ont financé ma vie pendant que je faisais mes études. J'ai pas été autonome financièrement avant mes 27 ans. Et aujourd'hui, mes parents continuent de m'aider en s'occupant de ma fille plusieurs fois par semaine. En France, l'âge moyen de départ des enfants de chez leurs parents, c'est 25 ans. Mais quand on est un enfant de l'ASE, on vous demande de grandir bien plus vite que les autres. Les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et surtout ceux qui sont placés, savent qu'à 16-17 ans, il faut qu'ils préparent la fin du placement. On leur demande d'avoir un projet, on leur demande de se préparer à l'autonomie, d'avoir aussi des études qui soient faisables. Et ça, il l'évoque. Faut pas que ça soit trop long parce qu'il faut qu'ils puissent les terminer avant la fin du contrat jeune majeur, s'ils ont un contrat jeune majeur. C'est vraiment un passage à l'âge adulte qui est extrêmement anticipé. C'est extrêmement violent. Ça n'a pas de sens dans une société où la moyenne d'âge du départ de chez les parents, elle est autour de 25 ans, que le premier CDI, il est autour de 27 ans, que il y a beaucoup de jeunes qui continuent de bénéficier de soutien matériel et de soutien immatériel de par leurs parents. De se dire qu'à 18 ans, ils vont être autonomes, c'est complètement absurde. Et ils le vivent comme une peur. Moi, je m'appelle Natacha, j'ai 26 ans. Comme Louise, Natacha a été placée à 13 ans dans une famille d'accueil, après s'être rendue d'elle-même à la gendarmerie parce que son père la violentait. 10 placements plus tard, elle a enfin 18 ans et rêve de grandes études. Moi, clairement, on m'a pas fait de contrat jeune majeur. Parce que j'ai pris la décision de faire des grandes études, mais de pas les faire là où j'étais. Le contrat jeune majeur, c'est un accompagnement auquel les jeunes de l'ASE ont droit jusqu'à leurs 21 ans. L'objectif, c'est de les accompagner et de leur financer une formation, un premier emploi, un logement. La demande doit être faite par le jeune, motivé et signée de sa main. Et à ce moment-là, on m'a dit non, parce que tu changes de région, on ne peut pas te financer ton contrat jeune majeur. La Gironde, ils ne te connaissent pas, donc ils ne vont pas financer pour toi. Et à la fois, la Vendée, ils m'ont dit du coup, tu pars de la Vendée, donc pourquoi on te financerait ? Moi, ça a complètement été ça. J'ai été placée du coup de mes 13 à 18. Et puis vraiment, à la date de mon anniversaire des 18 ans, plus aucun contact avec une éducatrice, plus rien du tout. Je me suis débrouillée comme une grande, avec beaucoup de difficultés, en me ramassant bien, en faisant des très grosses erreurs qui m'ont mis dans la merde, et à la fois en m'en sortant. Et même si depuis la loi Taquet de 2022, les départements sont tenus d'accompagner les jeunes majeurs jusqu'à leurs 21 ans, dans les faits, 1 sur 2 se retrouve abandonné le jour de ses 18 ans. Donc moi, je me suis retrouvée à 18 ans à faire des grandes études, à vivre juste avec les bourses et à m'en sortir. Mais il y a plein de jeunes pour qui les barrières elles étaient déjà mises et pour qui on les a déjà orientés vers des formations courtes. Seulement 17% des jeunes placés passent un bac général, contre 51% des jeunes de leur âge. Beaucoup se retrouvent même à la rue. Vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre effarant. 1 jeune sur 3 à la rue est un ancien enfant placé. Les enfants de l'ASE peuvent perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Ils ont 2 à 3 fois plus de maladies cardiovasculaires, de cancers et de maladies respiratoires. Les conséquences de cette protection de l'enfance exsangue ont un prix. 35 milliards d'euros par an. Ce sont les coûts en santé, en accompagnement social, en insertion, en délinquance, en justice. À quel moment a-t-on tenu notre promesse de protéger ces enfants en danger ? La juge Muriel Aiglin, présidente du tribunal pour enfants de Bobigny. Et ce qu'on constate très malheureusement dans les tribunaux pour enfants, c'est qu'un certain nombre de jeunes qui devraient bénéficier d'une mesure de protection de l'enfance, de placement ou même de mesures de milieu ouvert, n'en bénéficient pas parce qu'il y a des délais d'attente trop longs et qu'au cours de leur parcours, ensuite, ils commettent des actes de délinquance. On peut peut-être penser que s'ils avaient été accompagnés, s'ils avaient reçu la protection à laquelle ils ont droit, ils ne se seraient pas retrouvés là. Plus de la moitié des mineurs délinquants sont suivis en protection de l'enfance. Ça veut dire que plus d'1 enfant sur 2 qui commet un délit est lui-même victime de négligence ou de maltraitance dans sa famille.
Sans parler des bandes de jeunes qu'on voit là hier à Clichy-sous-Bois ou à Corbeil-Essonnes, etc., etc. Quelle est la démonstration ? La démonstration, c'est qu'effectivement, on a laissé faire un ensauvagement qui n'est pas puni par la loi. Il y a une absence de répression totale. Moi, j'entends la prévention, si vous voulez. On a effectivement affaire à une génération qui n'aime pas la France et qui ne comprend, à mon avis, que le rapport de force. C'est-à-dire que, voilà, ils sont passés à travers les mailles des filets des ambitions éducatives, de la réponse sécuritaire, de la réponse pénale. À chaque drame qui implique un ou une mineure, on entend le même refrain dans les médias. Pourtant, la délinquance des mineurs est en baisse, moins 25% depuis 10 ans. En revanche, la réponse de la justice, elle, est de plus en plus sévère. En 2023, Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans, est tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier. Dans de nombreux quartiers populaires, des révoltes éclatent. Des tirs de mortier qui résonnent dans la nuit. À Nanterre, depuis 3 jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. Face aux policiers, des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures. La vision de l'enfant qui a été relayée à ce moment-là, c'était une vision d'un enfant qui fait peur. On a parlé d'ensauvagement de la société, on parlait essentiellement des adolescents. C'est là qu'est revenu le discours, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents, discours qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui ne correspond pas à une réalité. Quand on a entendu ce discours-là, on était inquiet pour nos missions. On sait bien qu'il y a des jeunes qui sont en très grande difficulté et qui nécessitent une fermeté et le prononcé de sanctions. Et d'ailleurs, on le fait au quotidien dans les tribunaux pour enfants, qui prononcent des peines d'emprisonnement, qui prononcent des sanctions pénales pour plus de la moitié des décisions qu'ils prennent. Mais on sait bien que pour d'autres jeunes, il faut prendre le temps, un travail éducatif est nécessaire, un vrai accompagnement et une forme de bienveillance et d'écoute et de protection. Et que si on ne passe pas par ce chemin-là, on n'arrivera à rien avec eux. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Gabriel Attal, alors Premier ministre, propose de durcir la réponse pénale à la délinquance des mineurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on pousse à considérer les jeunes comme des adultes. Donc on ne tient pas compte de leur immaturité. Et c'est l'idée même de justice des mineurs, la première raison pour laquelle elle a été créée, qui est mise de côté parce que ça ne serait pas efficace. Ça n'est fondé sur rien. Sur aucune étude, sur aucun constat, et à ne parler que de l'ensauvagement et de la crainte qu'inspire la jeunesse, on se retrouve dans une forme de délégitimation du travail éducatif et de la protection qu'on doit aux adolescents. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si on est dans la sanction sans éducation et sans protection préalable, on produit une forme de violence qui ne va pas aider les jeunes en tant que groupe à se reconnaître dans la société que leur proposent les adultes, qui ne va pas les aider non plus à devenir des adultes apaisés, qui eux-mêmes seront en capacité de transmettre quelque chose de positif et de constructif à leurs propres enfants. Et il faut qu'on soit vraiment vigilant à ce qu'on construit comme avenir pour nos enfants, dans nos discours et dans nos actes. Comme la protection de l'enfance, la justice des mineurs manque de moyens. Il y a environ 500 juges des enfants en France. Selon Muriel Aiglin, il en faudrait 250 de plus. En Seine-Saint-Denis, où elle exerce, il peut se passer 6 mois avant que les mesures éducatives prescrites aux enfants qui ont commis un délit soient appliquées. Quand il y a des délais aussi importants, si un enfant est sur une trajectoire de délinquance, s'il commence à être pris dans un réseau de délinquance ou à ne pas respecter le cadre qui est posé pour lui par sa famille, si on attend 6 mois avant que l'éducateur intervienne, évidemment qu'il y aura de nouvelles affaires derrière. Alors, est-ce qu'on va être plus sévère alors qu'on n'aura pas su tenir nos promesses ? C'est toute la question. Dès lors qu'un enfant se rend coupable d'un délit, on oublie trop souvent que c'est un enfant. Plusieurs recherches ont montré que les jeunes hommes, noirs et arabes, sont beaucoup plus fréquemment contrôlés que les jeunes perçus comme blancs, à situation comparable. En 2025, le défenseur des droits parle de 4 fois plus de risques d'être contrôlés pour ces jeunes hommes, et même 12 fois plus de risques de faire l'objet d'un contrôle poussé.
Fouilles, palpations, conduite au poste. Les gens qui manquent d'amour, les gens qui voient devant eux tout cet amour qui existe vraiment et qui existe en quantité suffisante pour tout le monde. Les gens qui voient qu'il y en aurait pour tout le monde en principe, mais qu'ils ne voient jamais redistribuer vers eux. Ces gens-là, ces enfants-là, ils se mettent à réfléchir différemment, à agir différemment. Ils se disent que quelque chose leur a été interdit, que quelque chose leur a été repris. On prend soin du drame qui va prendre place. Et le drame va arriver, parce que ceux qu'on a rendus fous d'amour en leur faisant penser qu'ils étaient indignes de tout ce love, ils finissent toujours par se faire du mal ou par en faire aux autres. Lorraine Marx, portrait de Rita. Alors comment faire mieux ? La Défenseure des droits a étudié le problème et rendu ses recommandations, tout comme la commission d'enquête parlementaire qui en formule 92. Beaucoup recoupent ce que réclame le militant Lies Loufoque, un ancien enfant placé qui a créé le comité de vigilance de l'ASE. Il demande 1. Il faut que l'État reprenne la compétence sur l'aide sociale à l'enfance. Deuxième mesure, il faut revaloriser les métiers du travail social. Troisième mesure, je rendrai obligatoire pour chaque enfant placé d'être assisté par un avocat. Quatrième mesure, j'interdirai au département de mettre à la rue les enfants placés à l'âge de 18 ans ou de 19 ans. Mais aussi le respect de l'interdiction des placements en hôtel pour les enfants. Que les établissements de l'ASE puissent être visités par les députés. Et la création d'une autorité indépendante pour contrôler les foyers. Pour la juge Muriel Aiglin, améliorer le sort des enfants qui ont affaire à la justice, ça passera par la prévention et l'aide aux familles, justement pour éviter d'en arriver à la justice, déjà surchargée. La France a choisi pour l'instant un mode de fonctionnement qui est très judiciaire, c'est-à-dire la protection des enfants se fait à 80% par l'intervention de la justice, alors que dans d'autres pays c'est 20%. Et ça fait peser sur la justice des mineurs une charge qui est quand même très lourde. Donc c'est maintenant qu'il faudrait pouvoir changer les choses, investir massivement dans la protection de l'enfance, dans la prévention d'abord, mieux s'appuyer et mieux aider les familles pour qu'elles puissent trouver en elles-mêmes les ressources pour s'occuper de leurs propres enfants, y compris les familles élargies, recréer du lien social et permettre à la communauté de s'occuper de ses enfants, plutôt que de vouloir être tout le temps dans une substitution de l'institution à la famille. On voit bien que les institutions produisent aussi de la maltraitance institutionnelle. La protection de l'enfance, c'est une chaîne qui commence par le fait d'offrir à tous les enfants et toutes les familles des services qui leur permettent de bien s'occuper des enfants. Et de tous les enfants. Les enfants handicapés restent les plus vulnérables. Si 4% des enfants français sont en situation de handicap, ils représentent 25% des enfants placés. L'absence de politique publique pour ces enfants qui ont des besoins spécifiques les fragilise d'autant plus. Les structures ne sont pas adaptées pour les accueillir et les éducateurs ne sont pas formés pour les accompagner. Et puis, il y a des enfants qu'on préfère considérer comme des adultes pour ne pas avoir à les prendre en charge. Comme les MNA, ces mineurs non accompagnés qui n'ont pas de papier et qui peinent à prouver qu'ils sont des enfants. En octobre 2025, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a même accusé la France de violations graves et systématiques de leurs droits. Entendre les enfants qui vivent des violences, mieux les protéger et les aider à grandir dans l'amour, en fait c'est possible. En 2023, les départements ont consacré 11 milliards d'euros à la protection de l'enfance. Pour pallier les défaillances du système, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE,
estime qu'il faudrait à peine 800 millions d'euros de plus chaque année. Dans le prochain épisode de Qui c'est qui commande, à quoi sert l'école ? L'école est un droit pour tous les enfants. Mais est-ce qu'au sein même de l'école, les droits des enfants sont respectés ? Dans certaines écoles, les enfants choisissent chaque jour ce qu'ils font, les règles qui s'y appliquent, et on s'adapte à leur rythme et à leurs besoins. Je pense qu'ici, on apprend beaucoup plus ce qui va en fait réellement nous servir dans la vie. Pas que les matières classiques, mais plein de choses, le vivre ensemble, etc. Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.